Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue, merci d'être là. Aujourd'hui avec Kevin, on va vous présenter un petit outil qu'on aime bien, tout petit, Picocli. Et on va parler un peu de Java aussi. Avant d'entamer le sujet, on va se permettre de se présenter. Donc je m'appelle Mathieu, je suis Cloud Native développeur chez WeScale, une société de services qui est spécialisée dans le cloud, donc qui est basée à Paris, Nantes et en remote. Moi je suis nantais, et Kevin. Et moi je suis Kevin tout blanc, et je suis pas nantais, je suis tourangeau, et je travaille à distance, la plupart du temps, même à 100% du temps. Ça marche plus. Ah si, ça marche. Ça a marché. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? On va déjà se remettre dans le bain avec qu'est-ce que c'est qu'une CLI ou une CLI. On prononce pas pareil, Kevin et moi, vous allez voir. Pourquoi nous on a décidé de vous en parler avec un exemple Java, plutôt Java. Est-ce qu'on va parler de Java, c'est lent, parce que c'est un contre-argument qu'on entend souvent. On va pas faire une CLI avec un langage qui est trop lent à démarrer. Donc on va essayer de tacler ce sujet. Et puis on finira avec une jolie démo pour vous présenter tous les outils qui fonctionnent si bien ensemble. Vas-y. Avant d'entamer la définition d'une CLI, ici vous en avez quelques-unes. L'idée c'est qu'on va faire à main levée. J'avais tenté un petit outil de sondage, mais on n'était pas prêt, donc on va faire à main levée, on va faire simple. Parmi ces outils-là, qui dans la salle a déjà utilisé le numéro 1 Voilà. Le numéro 2, donc à peu près pareil. kubectl, un peu moins. On perd un peu de gens. Et Terraform, on perd encore un peu. Plus important, qui n'a utilisé aucun de ces 4 outils? Voilà. Merci. Vous êtes les bienvenus. Donc l'idée de ce petit sondage et surtout de la question numéro 5, c'est de montrer que la réponse numéro 5, c'est de montrer qu'en fait le CLI ou la command line fait partie intégrante de nos métiers, qu'on ne peut pas y échapper, que même si on préfère cliquer, il y a toujours un moment où on doit faire de la ligne de commande. C'est comme ça. Et donc c'est un sujet... J'arrive pas. Et donc c'est un sujet qu'on pense qui est un peu sous-estimé parfois. Parfois on se dit ouais on va faire un petit script de derrière les fagots, mais en fait c'est un vrai sujet de développement. Donc Kevin, qu'est-ce que c'est qu'une CLI? Eh ben j'ai commencé par demander à Wikipédia, parce que c'est ma source de vérité première. T'as pas demandé à ChatGPT? J'ai pas demandé à ChatGPT, j'ai pas de même compte, ça marche pas, mais je lui demanderai bientôt. Donc Wikipédia nous dit quoi? Il nous dit que c'est une interface homme-machine dans laquelle la communication se fait en mode texte. Donc avec ça on est bien avancé. Bref, c'est une ligne de commande. Donc, grosso modo, on peut taper echo bonjour Tourentek en 2023 et ça nous répond la même chose. Donc c'est quelque chose qu'on utilise tous dans notre vie de développeur. Mais à quoi que ça sert? À la base, les CLI étaient prévus principalement pour manipuler le système d'exploitation. On s'en servait pour créer des fichiers, interagir avec le système, configurer le système, le faire redémarrer quand il plantait. Et puis au fur et à mesure, on s'est mis finalement à les utiliser pour automatiser, on s'est mis à scripter, et donc tout finalement, on utilise ces CLI pour scripter, automatiser, et avoir des choses un peu plus simples à utiliser. Plus récemment, avec l'ère des microservices, l'ère des API, les CLI se sont un peu transformés et on a vu pas mal de CLI émerger, type Docker, et finalement ces CLI permettent d'accéder à des API et à permettre de nous simplifier la vie. Si je reprends mon exemple de Docker, on a tous tapé un Docker Run ou Docker Container Run si on aime bien se compliquer la vie, et en fait, le fait de faire ça fait 2 appels API, mais nous on le voit pas. En fait, il demande à Docker de créer un conteneur, puis de le lancer, et nous en fait, on le voit pas, on lui demande juste de tourner. Mais alors une CLI c'est quoi? Alors j'ai basé tous mes exemples sur Docker parce que vu que tout le monde connaît dans la salle, ça sera beaucoup plus simple. Si on regarde un peu l'anatomie, on se rend compte que bien sûr il y a le nom de la CLI, donc l'exécutable, le binaire qui va être sur votre système. Puis après on va avoir tout un tas d'arguments qu'on va décortiquer au début. Donc on va retrouver éventuellement des sous-commandes. Donc ça c'est des choses qui sont de plus en plus courantes et qui ont été surtout portées par Docker au début. Ou par Git, qui vont permettre finalement de séparer un petit peu les contextes au niveau des CLI. Donc quand on a une CLI riche, on va retrouver
des options ou des drapeaux en fonction des paramètres qu'on va mettre derrière. Donc on en reparlera juste un petit peu après. Et on va retrouver à la fin des arguments, on va dire positionnels, qui sont beaucoup moins normés que les autres. Si on fait un petit tour sur les commandes, donc déjà, commande, sous-commande, il faut voir que c'est pas du tout quelque chose d'essentiel ou d'obligatoire dans une CLI. Si on fait ls, il n'y a pas de commande, il n'y a pas de sous-commande, ça marche très bien. Par contre, dès qu'on commence à avoir une CLI riche, qu'on utilise, qu'on simplifie l'accès à des API, qu'on a des API assez riches, on va vouloir avoir une CLI un petit peu structurée. On va vouloir faciliter la vie des gens et faire en sorte que quand on écrit la ligne de commande, ça soit lisible et logique. On va retrouver plusieurs conventions. Alors j'ai mis kubectl et docker en haut, et on voit que finalement soit on commence par un verbe, soit on commence par l'objet. Finalement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Mais l'idée en fait c'est de rester cohérent pour nous. Si on tire un peu une bonne pratique de cette utilisation des commandes, c'est si on commence à mettre le verbe en premier, éventuellement toutes nos autres commandes seront des verbes. Au niveau des drapeaux, et là j'ai fait un gros effort parce que j'ai mis le petit écusson de Tours, on va retrouver plusieurs types de drapeaux. Donc si je reprends ma commande de tout à l'heure, j'avais mis -i, -t, ok, c'est bien, -i, info, -t, quelque chose, pourquoi pas, on peut les contracter, -it, d'accord. L'avantage c'est que c'est rapide à écrire, par contre c'est pas forcément très parlant. Donc on retrouve quelque chose qui est optionnel, mais on peut définir un nom long. Par exemple, -i, -t, on va avoir moins interactive et moins TTI, donc on va voir visuellement qu'on veut faire un terminal et qui sera à peu près interactif. Et donc ça permet finalement une plus grande lisibilité. On peut passer des paramètres, donc des options prennent des paramètres, d'autres non. Et un dernier type, on va retrouver des options interactives, donc typiquement pour gérer les secrets, on va vouloir pas l'avoir on va pas vouloir mettre son mot de passe dans son historique bash par exemple, surtout si on utilise une machine partagée, je sais pas. Et donc typiquement les options interactives vont permettre que ça soit la CLI qui vous demande votre mot de passe, et du coup c'est un peu plus sécurisé si la CLI le gère correctement. Et du coup quoi qu'on utilise, parce qu'en fait c'est toutes des bonnes solutions. Si on regarde un peu la littérature, on voit quelques bonnes pratiques. Si vous gérez des secrets, pensez interactif. Globalement, ça sera quand même un peu mieux. Si vous voulez automatiser, pensez non long finalement. Parce que finalement, vous écrivez un script bash, vous allez l'écrire une fois, vous allez le refactorer 2-3 fois, vous allez le débugger parce qu'il va planter. Mais en fait, vous allez passer beaucoup plus de temps à le lire que le temps que vous aurez passé à écrire. Donc finalement, c'est quand même plus sympa d'avoir moins interactif dans votre script que -i. Et soyez cohérent. Dans la vie de tous les jours, faites comme vous voulez. Globalement, si vous êtes plus à l'aise de taper -it, comme moi, tapez -it. Et si vous voulez taper les noms longs, de toute façon, avec l'autocomplétion, globalement, c'est tout pareil. Ça va aussi vite. La bonne pratique aussi, c'est de rester cohérent. Finalement, si vous avez une option qui va se partager entre plusieurs sous-commandes, l'idée, c'est quand même de garder, qui fait la même chose, c'est garder le même nombre d'options pour que vos utilisateurs soient pas perdus. Et la dernière partie, au niveau des arguments, alors là c'est un peu plus l'anarchie, parce que finalement c'est des arguments positionnels, on va retrouver la bonne vieille fonction main. Donc là on est vraiment sur le cœur de métier de votre CLI, et il y a assez peu de bonnes pratiques, mis à part de dire mettez-en le moins possible finalement, parce que ça va être la chose la plus compliquée à gérer. Et surtout essayez de garder le même domaine fonctionnel. Donc là si je reprends mon exemple de Docker, on voit que j'ai bash, latest, donc la version, le nom de l'image et sa version, puis après je vais avoir des commandes. Et donc finalement on va voir que sur la commande Docker, que je trouvais très bien, que je trouve toujours très bien, on a finalement deux domaines fonctionnels sur les arguments. Donc ça peut être un peu confusant. Et on aurait pu vouloir typiquement sortir le premier argument, le mettre dans une option, pour que justement on n'ait qu'un seul domaine fonctionnel. Alors on aurait pu faire ça aussi avec la commande, parce que le l'entry point est très proche à une option. Alors pour illustrer, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise CLI, sans vouloir critiquer le fond de ce que fait cette commande.
À votre avis, c'est pareil, on va faire à main levée. Quelle est la bonne commande parmi ces 4-là pour extraire une archive tar? Donc on voit que les syntaxes sont très très proches. Il y a plusieurs réponses possibles. Attention, il y a plusieurs bonnes réponses. Donc qui vote que la 1 fonctionne? Ok. Pas mal. Ouais, 50% C'est de la courageux. salle. C'est courageux. Qui vote que la 2 fonctionne? Il y en a un Ok, peu plus. 50% aussi, à peu près. Pour la 3, il y en a moins, il y en a moins. là. Ouais. Il y en a un qui lève la main très très haut. Ouais. Mais il triche un petit peu. Il y en a qui trichent. Il a la même couleur de pull. Et pour la 4, Et la 4 pas beaucoup. pas beaucoup. Donc pour info, il y en a 3 qui fonctionnent. Il y a que celle-ci qui est fausse. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de différence entre la 2 et la 3. Mais ce qui est important de voir ici, c'est que tar a beaucoup d'historique, peut-être plus de 20 ans d'existence, et donc les arguments positionnels doivent être proches du nom de l'archive. Donc le -f, il est forcément à côté du nom de l'archive, suivi du nom de l'archive, parce que c'est un argument avec un paramètre. Mais ça marche pas, Mathieu, ce que tu nous racontes. Mais là, c'est plus des arguments, parce qu'on n'a plus le tiret. Voilà, donc là, c'est devenu positionnel. Donc peu importe l'ordre des options, parce que le deuxième paquet, c'est forcément des options. Voilà, donc c'est très important pour vos utilisateurs, pour pas les perdre, d'être clair dans ce que vous voulez faire et ne pas faire. Donc finalement, qu'est-ce qu'on attend d'une CLI, Kevin? Qu'est-ce qu'on attend d'une CLI? C'est une bonne question. En regardant un petit peu, qu'est-ce qu'on attend d'une CLI? En fait, on a regardé un petit peu les CLI qu'on aime bien utiliser. On a tiré quelques fonctionnalités qui sont indispensables à nos yeux. Déjà, il faut que ça abstrait les concepts complexes. Donc typiquement, si je reprends mon exemple de Docker, j'aime bien pouvoir taper Docker Run et que ça fasse les 2 appels API qui vont bien, parce que j'ai pas envie de les faire moi-même dans ma ligne de commande. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va rechercher. Quand on a une API qui est complexe derrière, finalement, on va vouloir chercher à simplifier pour que ce soit le plus simple possible pour l'utilisateur de l'utiliser. On va vouloir avoir une vision claire des erreurs. Et moi, j'aime bien, typiquement, quand j'utilise Git, on l'a pas mis dans le premier slide, mais on aurait pu. J'aime bien que Git me dise l'erreur, et pour le coup, c'est très très bien fait parce que l'erreur est très claire. Ils vont même beaucoup plus loin. Bien sûr, on aime bien avoir de la documentation, à minima de la documentation avec le -help sur toutes vos commandes, sur vos options, pour lister éventuellement les différentes valeurs. On va vouloir de la compilation automatique, et ça c'est vraiment obligatoire. Typiquement, moi si j'ai pas le tab, je suis perdu. Je sais pas écrire mes lignes de commande. Et bien sûr, on va vouloir que notre CLI s'exécute vite. Donc globalement, on va pas vouloir démarrer une JVM pour démarrer une CLI. Ça serait beaucoup trop long. Ah, bravo. Ouais, bravo. Et en petit plus, des pages de manuel, de la documentation sur le web si vous la distribuez à beaucoup de personnes, et de la correction automatique d'erreurs. Donc là, je reprends l'exemple de Git. Si je tape commit, en fait, il va me dire c'est pas de commit que tu veux écrire. Et c'est vrai que c'est malin. Bon, avec tout ça, on a des bonnes pratiques, on voit comment une CLI fonctionne, très bien. Ouais, mais qu'est-ce qu'on choisit comme langage finalement? Je sais pas. En voyant le nom du talk, j'aurais une bonne idée, je dirais Node.js, là comme ça. T'as bien fait de venir. J'ai bien fait de venir, je pense. Non, qu'est-ce qu'on choisit comme langage? Est-ce qu'on privilégie un langage compilé qui va être rapide, un langage interprété qui va être un peu moins rapide? Est-ce qu'on veut des frameworks? Est-ce qu'on veut le tester? Parce que finalement, une CLI, ça reste un domaine de conception logicielle, donc il faut la tester. Globalement, oui, on va vouloir tout ça. Alors après, sur le langage compilé et interprété, on va voir que finalement, on va avoir 2-3 astuces. On va pas lister tous les langages parce que il y a eu des super talks sur Rust, notamment. Et donc on va pas faire tous les langages, on va pas faire notre JS non plus, mais on va faire juste 3 langages. On va vous parler de Bash, de Go et de Java. Il y a de Python. 4 langages. Donc c'est vrai que quand on veut faire une CLI, la première option pour se dire on va la faire en Bash. Bash, c'est assez connu, c'est relativement simple à écrire. Et puis finalement on est déjà dans un terminal, faire un script Bash ça paraît simple. Alors ça paraît simple, oui, tout à fait. Ça vient en built-in avec GetOps, qui va nous permettre de faire un argument parser. Alors c'est bien, c'est un peu complexe à utiliser, mais c'est bien, ça marche. Le gros souci, c'est que pour faire des tests sur batch, c'est plus compliqué, quoi. Il y a Bats qui existe, c'est vrai, mais bon, c'est un peu compliqué.
On va trouver des outils sur Bash aussi. On va pouvoir, il y a un petit outil qui s'appelle arcbash.dev qui permet de prendre les arguments que vous voyez là, les commentaires qui sont là, et ça va vous générer un script. C'est vachement bien parce que ça fait exactement ce qu'on vous a montré tout à l'heure. Bon, par contre, ça génère quand même 130 lignes de code Bash après à maintenir. Mais c'est pas mal. On va voir la complétion, la gestion des arguments, c'est vraiment bien. Après, on va se dire, Python, c'est quand même le langage le plus utilisé pour faire des lignes de commande, puis c'est trop bien, Python. Et Python, oui, on peut le faire aussi. En built-in, on a un parseur d'arguments, qui est bien, qui va fonctionner avec toutes les options qu'on vous a montrées. Et on va avoir après plein de frameworks, parce que Python, c'est quand même un écosystème qui est assez riche. On va retrouver là, en l'occurrence, Click et Typer. Alors moi, je viens du monde Java, donc c'est vrai que j'aurais une petite préférence pour Click, parce que je vois des annotations, et je suis content quand je vois des annotations. Et donc là, on va avoir un peu plus qu'un argument de parseur, parce que ça va aussi nous gérer l'exécution. On va gérer des fonctions, et ces fonctions seront appelées un peu toutes seules. Donc on aura la gestion des sous-commandes, on aura la gestion des aides pour les erreurs, pour l'aide automatique, et on aura de quoi générer la complétion aussi. Si on regarde Go, parce que le Go c'est quand même vachement à la mode. Pas autant que Rust. Pas autant que Rust, il paraît, mais quand même. Et Go c'est pareil. Ça vient avec un argument parseur de base, qui s'appelle flags, qui va nous permettre de gérer les arguments. Donc on n'aura pas d'autocomplétion, etc. On n'aura pas d'aide non plus, mais ça va parser les arguments. Après, bien sûr, il y a un écosystème riche. On va pouvoir le tester facilement aussi parce que c'est un vrai langage de programmation. Et on va trouver pas mal de commandes, de librairies qui vont aussi nous aider à faire les bonnes pratiques de CLI. Donc là, j'ai mis un exemple de Cobra où on va voir que typiquement, ici, ça va gérer l'exécution de la commande. Ça gère aussi les sous-commandes, la gestion des erreurs, la complétion, tout ça. C'est génial. Puis après, on a Java. Voilà. Donc on a une liste d'arguments, et puis on a une liste d'arguments. Alors c'est bien Java parce que c'est portable à partir du moment où on achète une JVM quelque part. C'est hyper riche, c'est testable. Et puis par contre en natif, faut le coder. Mais bien sûr, depuis 2017, c'est passé deux choses bien en 2017. J'ai eu un enfant. Bonne année pour le vin aussi. Et Picocli est né. On en vient enfin à Picocli. Donc Picocli c'est quoi? C'est exactement comme ce que je vous présentais sur les autres frameworks, sur les autres langages, pardon. C'est un framework qui va nous permettre de gérer des CLI, simplement, en Java, avec du coup des annotations un peu partout. Et ça va gérer les commandes, les sous-commandes, ça va vous aider pour gérer les erreurs, l'aide, l'autocomplétion. Les couleurs, on va pouvoir faire des réutilisations d'options. Ça tourne sur tous les langages de la JVM, donc j'en ai mis quelques-uns là en vrac. Et comment ça se présente? Ça se présente par des annotations. On va avoir une top commande si on gère plusieurs commandes. On va avoir une option, une annotation commande avec le nom de notre commande. On peut mettre la description. On peut générer l'aide automatiquement. T'as laissé beaucoup de lignes vides quand même. C'est beaucoup de lignes vides. Ouais. Oui, mais parce qu'après on peut remettre d'autres annotations. Parce que c'est trop bien. Donc en implémentant une interface, on va être capable de lancer une commande. Donc bien sûr la sémantique de gestion des commandes est gérée par Picocli automatiquement. Et on va pouvoir passer des options, donner des noms courts, des noms longs, des descriptions, mettre des emojis parce que c'est cool. Et finalement on va avoir quelque chose qui va nous gérer nos CLI. C'est super, merci Kevin. Mais maintenant tu nous as présenté plein de langages. Comment on choisit? Quel est le langage le plus adapté? Comment trancher finalement? Parce que tout a l'air possible dans beaucoup de langages. On va poser la question à l'auditoire. Je pense, ouais. Bon. On choisit comment alors? Va falloir relever les mains. Qui prend Go? Voilà. Qui choisit Go? Qui prend Go? Merci monsieur. Merci. Un courageux. On en a un. Qui prend Rust? Donc à part ceux qui ont fait des talks sur Rust, personne. Très bien. Qui prend Java? Ah, mais ça c'est un auditoire conquis. Bon, ça fait pas beaucoup de personnes quand même. On repose la question à la fin tout à la fin pour voir. Qui prend Bash? Ah, il y a des courageux quand même, c'est bien. Et Python? Ça c'est ceux qui testent pas. Ah, pas beaucoup. Et qui ne veut pas développer de CLI? Ah, merci. Donc là, j'ai oublié Node. On n'a pas une grosse adhésion du public pour Java quand même. Non, c'est ça qu'on note. Donc on va essayer de changer votre avis sur le sujet. La bonne réponse, en fait, c'était que des bonnes réponses. Il n'y a pas de dogmatisme. On va pas vous dire, on va pas vous obliger en sortant de la salle. Maintenant, c'est que Java.
L'idée, c'est de prendre le langage finalement qui correspond le plus aux compétences de votre équipe. C'est l'humain le plus important. Si tu passes à la slide suivante. Voilà pourquoi, quel langage choisir et pourquoi c'est Java. En fait, nous on connaît bien Java, donc on va parler de ce qu'on connaît, et c'est important que dans vos équipes vous repartiez pas sur un nouveau langage à chaque fois, parce que une CLI, bah non, on peut pas la faire en Java. On connaît très bien Java, mais ça va pas marcher, et du coup vous allez partir sur un nouveau langage sur lequel vous allez être débutant et vous allez faire des bugs, et c'est dommage. C'est dommage de pas capitaliser sur les connaissances de l'équipe avec un gros K. Human first. Pourquoi Java? Donc au-delà du fait que votre équipe connaît déjà, peut-être, en tout cas nous on connaissait déjà. En 2023, Java ça reste quelque chose de très vivant. Voilà, un écosystème qui est toujours très riche, une communauté active, des outils toujours maintenus, toujours des frameworks toujours maintenus. J'allais dire toujours plus de frameworks, mais pas forcément dans la quantité. C'est surtout dans le suivi des versions. C'est très bien suivi. Des outils forcément qui sont éprouvés. On peut citer Maven et Gradle. Et le deuxième gros point qui est important d'avoir à l'esprit quand même par rapport à peut-être au langage concurrent, c'est vraiment le calendrier de version sur lequel un gros effort a été fait par l'éditeur pour donner de la visibilité à l'avance avec ces fameuses 2 versions par an désormais. Et puis ces versions LTS qui sont assurées pendant 8 ans, vous êtes assuré pendant 8 ans d'avoir du support. Donc en 2023 va sortir le JDK 21, c'est la slide suivante, qui vous assure donc un support jusqu'en 2031. Et ça, NPM ne dépassera pas le 31 du mois peut-être. Donc voilà, Java, vous avez quand même une garantie d'investissement qui est intéressante. Mais Java, c'est lent. Tout le monde l'a déjà entendu. Ça démarre, ça met 1 minute à démarrer. Donc si je tape ma commande et puis que j'attends même 10 secondes, c'est beaucoup trop long. Hein. Quand on veut une réponse, on veut une réponse instantanée. Pourquoi c'est lent? Parce que c'est une JVM, donc une Java Virtual Machine. C'est une couche d'abstraction pour abstraire le code, le système qui est sous-jacent. Donc c'était l'une des grandes forces de Java à son lancement, hein, parce que ça évitait de savoir où allait tourner le programme. On pouvait faire confiance à la JVM. Et du coup, pour faire ça, pour pouvoir tourner sur n'importe quel OS, ça charge cette couche d'abstraction en mémoire à chaque fois que ça démarre. Et donc forcément, ça prend un peu de temps. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'à l'époque, l'idée de lancer une application web, par exemple, un Tomcat, pour pas le citer, l'idée c'était que ça tourne des jours, des mois, voire des années sans jamais redémarrer. Donc c'était pas un problème à l'époque, le temps de démarrage. Aujourd'hui, dans le monde des conteneurs, par exemple, ou des CLI, on veut que ça soit instantané. Donc comment on fait? Ça va être trop lent. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que désormais, dans le monde des VM pour Java, il n'y a pas que la JVM. Il n'y a plus que la JVM. On a notamment un petit outil qui a un tout petit peu le vent en poupe, que vous avez forcément entendu, qui s'appelle GraalVM. Donc on va le présenter en une slide parce que je pense que vous connaissez aussi déjà. Ça vous permet d'exécuter du Java, mais aussi du Python, du Ruby, du Node.js, donc pas mal de langages interprétés. Et la grosse nouveauté, c'est que vous allez avoir le choix du mode de compilation, soit le JIT, Just in Time, comme le faisait la JVM, où elle prenait votre code, vos classes, et puis elle les compilait au moment où il en avait besoin la première fois. Mais la nouveauté, c'est le Ahead of Time. Enfin, la nouveauté qui date un peu déjà, mais la différence, on va dire, c'est de compiler à l'avance. En lisant votre code et votre programme, dès la phase de compilation, on va pouvoir compiler toutes les classes utiles et par lesquelles l'utilisateur pourrait passer. Et ça sera plus à faire au moment du démarrage ou de l'exécution. Du coup, ça nous permet d'aller vers un binaire natif, c'est-à-dire d'épurer tout le code et de garder vraiment que ce qui va fonctionner pour un OS cible. Plus de JVM ni de JRE à installer, plus ça à charger en mémoire non plus au démarrage, donc on va gagner du temps d'exécution. La petite boucle de feedback intéressante, c'est qu'en fait tout ce qui a été apporté par GraalVM profite aussi à la JVM. Donc la bonne vieille JVM a aussi elle beaucoup gagné en temps de démarrage et en temps d'exécution grâce à toutes les évolutions qui ont été tirées par cette nouvelle VM.
ok, GraalVM, c'est une nouvelle VM, mais nous, on est développeurs. Nous, on va pas démarrer une VM comme ça à chaque fois qu'on veut lancer notre code. Nous, on veut un framework de développement. Les frameworks de développement, il y en a principalement 3 aujourd'hui. Sur le marché, on a Spring avec Spring Boot, on a Micronauts et on a Quarkus. Et on a décidé de vous parler de Quarkus. Micronauts, il y avait déjà une présentation hier. Spring, tout le monde le connaît, donc on a décidé de parler de Quarkus. Qu'est-ce que c'est? C'est 3 principales fonctionnalités. Tout d'abord, ça va être votre outil de développement. Donc vous le lancez comme par hasard en ligne de commande. On peut le lancer en ligne de commande. Ça alors. Donc avec un Quarkus Dev, ça va vous lancer par exemple une application web sur le port 8080 et ça va vous recharger à chaud votre code. Ça va vous lancer vos tests unitaires en continu. Quand vous changez votre code métier, ça relance les tests. Quand vous changez vos tests, ça relance aussi le test. Ça s'intègre à la plupart des IDE, VS Code, IntelliJ, Eclipse. Parce que Eclipse existe encore. On avait dit bienveillance. Bienveillance, pardon. C'est Eclipse Che en plus. C'est en ligne. Avec du coup cet outil de développement, quand vous lancez le Quarkus Dev, vous avez aussi accès dans votre navigateur à une console de développement pour voir visuellement, par exemple, dans la configuration, est-ce que je peux changer le niveau de log à chaud? Est-ce que la réponse est oui, vous pouvez changer le niveau de code, le niveau de log. Vous allez pouvoir voir tous les bins qui ont été instanciés, etc. Donc c'est pour l'investigation, c'est pas mal. Vous avez vos logs en temps réel. Vous avez l'info si les tests, comme ils tournent en permanence, est-ce qu'il y en a un qui est cassé? Voilà, ça va se voir ici aussi. Donc c'est un petit outil sympathique pour ceux qui aiment moins la ligne de commande et qui ont besoin d'un environnement graphique. Deuxième deuxième fonctionnalité que va nous apporter Quarkus, ça va être tout ce qui est compilation. Donc avec la ligne de commande Quarkus Build, encore une fois assez explicite. Par défaut, vous allez avoir dans Target, vous allez avoir un fast jar, c'est-à-dire le jar avec votre code plus à côté vos librairies. Pourquoi ils sont plus sur l'Uberjar qui contenait toutes les librairies dans le même jar? C'est principalement pour le packaging sous forme d'image Docker, où c'est plus optimisé de copier dans votre image Docker d'abord vos libs qui changent pas souvent, puis votre jar avec votre code qui change souvent. Ça permet de profiter du cache Docker. Et donc du coup, avec quelques options supplémentaires, vous allez pouvoir générer directement une image Docker. Ou alors, et on fera une petite démo, Kevin vous montrera ça tout à la fin, directement un binaire natif, donc du coup qui cible l'OS par défaut, l'OS là où vous compilez, mais ça peut cibler plein d'OS cibles, et là vous gardez vraiment juste l'essence de ce que vous avez besoin pour démarrer et pour fonctionner. Et le troisième avantage de Quarkus, c'est que ça va aussi vous permettre de générer du code. Quand vous démarrez un nouveau projet, vous voulez bootstrapper votre projet, avec 2 principales options, sous-commandes, create app ou create CLI. Donc pour créer soit une application web classique, courante, c'est-à-dire si vous mettez pas app, par défaut ça sera une application web, et pourquoi pas une application CLI. Et comme par hasard, quand vous faites un create CLI, qu'est-ce qui est utilisé derrière? Qu'est-ce qui est récupéré comme dépendance? Eh ben c'est Picocli. La glue technique, toute la gestion des dépendances et les classes à implémenter sont déjà présentes. Par défaut, quand vous faites un Quarkus create CLI, sinon, si vous étiez parti sur une app, eh ben il suffit de taper Quarkus extension add Picocli et ça vous rajoute tout ce qu'il faut pour démarrer. Donc c'est vraiment un démarrage très rapide, très facile. Et pour info, c'est également intégré, cette intégration forte entre Picocli et Quarkus existe aussi sur Micronauts et Spring Boot. Donc Picocli a vraiment écrasé vraiment le marché et c'est vraiment la dépendance par défaut. Et là, c'est le moment où Kevin met des paillettes dans votre vie. Faut pas rire à cette blague, c'est pas gentil pour les Kevin. J'avais son accord pour cette blague. J'aurais dû t'enregistrer. C'est vrai. Alors donc, pardon, excusez-moi, je vais un peu trop vite. Je suis tellement pressé de commencer. Moi, je vais vous proposer là de développer une CLI, donc parler un peu plus de Picocli, de regarder un peu comment ça marche et de vous montrer comment on bootstrap une CLI qui va faire quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'elle va dire bonjour. Et vu que c'est compliqué de dire bonjour, je vais le faire en appelant un service REST
parce que c'est intéressant, c'est vrai, un vrai cas d'usage de la société. Mais ça va permettre de montrer que avec Quarkus, finalement, on peut développer une CLI, on peut avoir quelque chose de rapide, mais on peut avoir et tout en ayant un environnement de développement qui reste très très riche avec de l'injection de dépendance, des tests, tout ça, c'est magique. Ça pourrait marcher très bien avec les autres frameworks. Encore une fois, on ne peut pas de jugement de valeur sur les frameworks. Alors, Tu peux zoomer un petit peu? ah oui, pardon, pour moi c'est très bien. Est-ce que c'est bien pour vous? Encore, vas-y. Là, c'est bien. J'ai pas l'impression que ça grossisse des masses, mais si, c'est bon. Ok, super. Donc, on va commencer par bootstrapper notre projet, vu que je connais pas les lignes de commande. Je les copie-colle. Tu les connais pas par cœur? Je les connais pas par cœur, et puis surtout j'ai répété je les ai fait pour la démo. Donc je vais créer une CLI. J'ai fixé la version de Quarkus parce que si j'ai pas internet ça marche quand même. Pas de wrapper pour pas avoir internet, et puis après je dis juste que je suis to one tag, je mets les coordonnées classiques qu'on peut retrouver sous Maven, Gradle et les projets Java. Et instantanément, vu que j'ai tout téléchargé, j'ai accès à un projet qui est bootstrappé avec normalement Picocli. Donc on va aller regarder dessus on va aller regarder ce qui se passe avec un IDE, ça sera peut-être un peu plus lisible. Et bien sûr, l'IDE ne se charge pas dans la bonne fenêtre. C'est lisible ou faut que non. Peut-être en mode présentation. Ouais. Je vais me mettre en mode présentation, ça sera peut-être mieux. Donc, on retrouve la structure classique Maven, source main Java, et dedans on a, ça tombe bien, une commande qui dit bonjour. C'est quand même bien fait. Bon voilà, la démo est finie, on n'applaudit pas. Donc on retrouve un projet tout bootstrappé, avec déjà Picocli intégré, donc on a une commande qui s'appelle greeting, on va avoir un paramètre unique qui va représenter mon nom, et globalement ça va me dire bonjour quelque chose, bonjour moi. Bon, on va essayer de compiler ça, voir ce que ça donne. Donc toujours avec la ligne de commande, Quarkus build. Donc là par défaut, très bien. C'est pas du build natif. Donc c'est rapide. Donc c'est rapide, ouais. Excusez-moi. Donc quand je tape greeting, ça m'exécute le jar. C'est juste comme ça je vais plus vite. Donc si j'exécute le jar que je viens de créer. Bon, on a dit que c'était une interface ligne de commande qui se met en mode texte, c'est un peu le bazar, mais on voit Hello Picocli, ok, donc ça marche très très bien, cool. Et si je mets Kevin, Hello Kevin, bonjour. Bon, on va regarder comment on peut faire des commandes un peu plus compliquées maintenant qu'on a fait ça. Donc, avec une ligne de commande, j'ai déjà ma CLI. Et au passage, vous avez regardé le temps de démarrage, ça va, c'est acceptable pour une CLI, enfin, de mon point de vue. Donc je vais commencer par enlever toutes les logs qui m'embêtent. Parce que j'aime pas les logs. Donc avec deux propriétés directement dans l'application property, on enlève la jolie bannière de Quarkus, et puis pour l'instant je mets tous les logs en erreur parce que j'en veux pas. T'aimes pas Hulk non plus quoi? Parce que je fais pas de logs, ça sert à rien. Ouais, banner. Hop, donc si je recompilais, ça enlèvera les logs, je vous le montrerai après. Ce qu'on va faire, c'est que vu que c'est une commande très très compliquée, en fait on va faire des sous-commandes parce que c'est cool. Et donc avec Picocli, faire une sous-commande, ça nécessite de dire j'ai une commande principale et puis ensuite j'ai des sous-commandes. Donc je vais transformer ma commande greeting en commande. Hop. Et donc là j'avais un truc qui bootait, qui était vachement bien, et maintenant ça ne marche plus. Sabotage. J'ai saboté mon projet. Donc on va créer une deuxième classe que je vais appeler getCommand. Et cette getCommand, c'est elle qui va aller dire bonjour. Bien sûr, je dis bonjour en appelant un service REST. Préalablement, dans mon setup, j'ai lancé un service REST qui est capable de dire bonjour. En gros, le bootstrap d'un projet plus classique. Trop fort. Et on va faire en sorte que Quarkus m'injecte ce service avec microprofile REST client, donc qui permet juste d'appeler un service REST en définissant une simple interface. Donc pour faire ça, il faut par contre que j'ajoute une dépendance, une extension à Quarkus. Il est pas chaud. Il est pas chaud là. Voilà, donc juste en faisant ça, il va m'ajouter une extension Quarkus qui va venir me paramétrer Quarkus pour que microprofile REST client fonctionne. Alors par contre, c'est juste en faisant ça, plus en disant à Maven,
S'il te plaît, recharge-toi. Hop. Donc je vais pouvoir définir mon service. Petite interface qui va s'appeler Greeting Service parce que je suis très inspiré. Donc là, si vous développez aussi le service, vous pouvez réutiliser la même interface. Exactement. J'ai triché, vu que c'est juste une interface avec les annotations REST, je copie-colle directement. On retrouve deux méthodes sur un get, soit sans nom, soit avec un nom, et ça nous dira bonjour, croyez-moi par sur parole. Et donc maintenant l'idée, c'est depuis ma get commande, finalement, de me faire injecter. Donc qu'est-ce que je vais faire pour faire ça déjà sur ma get commande, je vais commencer par lui dire que c'est une commande Quarkus, ça sera déjà pas mal. Donc ma sous-commande s'appelle get, elle a une super description, et cette option-là nous permet de nous générer l'aide automatiquement. Donc là, globalement, ça va pas servir à grand-chose, mais ça le fera. Et ensuite, je vais implémenter l'interface que j'avais pas rajoutée. Donc c'est qu'une commande, donc on peut implémenter soit callable, soit runnable. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui renvoie une valeur en sortie. Donc mon service que j'ai créé, finalement je me le fais injecter juste avec une annotation @RESTClient. J'ai pas de glue à écrire, c'est assez pratique. Merci Quarkus. Et du coup, je vais pouvoir appeler mon service REST. Je définis la même commande que tout à l'heure, donc j'ai mon nom. Et la seule différence, c'est que là j'ai dit que mon nom ça pouvait être composé, donc je peux en avoir plusieurs si ça me fait plaisir. Et donc du coup, au lieu de faire mon printf, finalement j'appelle mon service. Bien sûr, pour que ça marche, il faut quand même que je lui dise où est-ce qu'il est mon service. Il est où le service? Il est où le service, exactement. Hop. Excusez-moi. Et pour faire ça, il faut juste, excusez-moi, il faut le temps que je retrouve mes anti-sèches. Et pour faire ça, donc, on va configurer l'extension RESTClient en lui donnant juste l'URL de mon service. Bon, on va essayer de voir si ça marche. Tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Quarkus Dev. C'est quand même pas mal. Donc ça veut dire que à partir du moment où c'est lancé, tout sera rechargé. Ton conteneur il tourne déjà. C'est bien ça. Non, parse command is not a method. Qu'est-ce qu'il me raconte? C'est bien, on a beau répéter les démos à chaque fois. Il y a un effet démo. Les faire tout le temps. Mais oui, parce que en fait, mais parce que j'ai oublié la moitié des trucs. C'est des trucs que j'ai pas copié-collé. En effet, je l'ai pas déclaré tout simplement. Pour ajouter une sous-commande, en effet, il faut créer une commande, mais il faut aussi lui dire où la trouver. Donc dans les annotations, hop. Sauf que là, c'est la get commande que je vais vouloir faire. Et donc en faisant ça, je dis à Picocli, j'ai des sous-commandes et il va me les trouver. Excusez-moi pour ça. Donc je lance Quarkus Dev, on fait comme si c'était rien passé. C'est un peu comme Rust, tu vois, quand tu fais là, des bêtises. Voilà. Donc là j'ai une erreur, mais c'est déjà mieux. J'ai une erreur parce qu'il me dit, non, tu m'as pas donné de sous-commande. Et on remarque que l'usage et l'aide est généré automatiquement. Avec de la couleur. Avec de la jolie couleur, c'est visuel et c'est rapide. Et donc du coup, si je fais get Mathieu, parce que il n'y a pas que moi, automatiquement on voit que la CLI a été appelée et du coup, on a même appelé mon service REST. Elle est même polie. 4 lignes de commande, 4 lignes de code, c'est quand même fou. Bon, maintenant, c'est bien, on peut faire une CLI, donc on peut les faire très compliquées, etc. L'avantage de Quarkus, c'est qu'on peut bénéficier de tout l'écosystème Quarkus dans une ligne de commande, ça reste très très rapide. Mais surtout, moi ce que j'aime bien, c'est faire des tests, parce que je doute beaucoup quand j'écris du code. T'as pas commencé par les tests, par contre, je suis un peu déçu. Alors, ça c'est un débat, on ne rentrera pas dedans. Il y avait une copie. Il y a un talk dessus, ouais. Donc l'idée, c'est bien de faire des CLI, mais c'est quand même mieux si elles sont testées. On pourra que
en bénéficier plus tard. L'avantage de Quarkus, c'est qu'on vient du coup avec toute l'infrastructure de test qui va avec, et donc on peut tester nos CLI aussi. Et donc, je peux tout simplement, en lui disant que c'est une Quarkus main test, lancer des tests sur ma CLI. Alors c'est de la notation pour Quarkus ligne de commande. Et donc du coup, si je fais mon test, j'ai un test JUnit. Quarkus vient avec une autre annotation qui s'appelle launch et qui permet finalement de lancer une commande en lui passant des arguments, de faire une assertion sur le code de retour. Donc là pour le coup j'ai retourné 0, mais on aurait pu en faire avec 1. Et puis de faire des assertions aussi potentiellement sur la sortie. Donc normalement, si je fais ça, voilà, c'est et que sûr, je lance ça mon marche. test, C'est sûr, ça marche là. La tour Tech. Ben non, ça marche pas, parce que du coup j'ai appelé mon service, lui, il dit des choses en plus. En même temps, quand vous faites des tests unitaires, je suis pas sûr que vous voulez vraiment appeler des services qui soient déployés. Donc, enfin, vous pouvez, hein, c'est bien. Si le service ne répond pas. Moi, je préfère pas. Du coup, pour ça, normalement, Quarkus a un mode injection de mock, qui marche très bien quand on est en mode classique de Quarkus où on développe un service REST. Quand on est en mode ligne de commande, en fait, on ne peut pas faire d'injection dans les tests. Donc du coup, il faut trouver une autre solution. Alors ça pourrait être des test containers. Il y a eu un super talk d'ailleurs hier sur les test containers et Micronauts. Ça marche tout pareil avec Quarkus. On pourrait faire notre test container. Ou on peut tout simplement configurer Quarkus pour lui dire bon ok, on a CDI ou une version de CDI on va dire. Du coup on va configurer CDI pour que plutôt que de me faire injecter mon service REST, je vais me faire injecter un mock qui dit bonjour correctement sans dire qu'il est content de me voir. Un peu moins poli quoi. Un peu moins poli parce que c'est bien la politesse mais... Hop, pardon. Donc pour faire ça, en fait il va falloir qu'on définisse un profil de test Quarkus. Alors attention, il y a beaucoup de code mais il n'y a pas grand chose d'intéressant. On définit un test profile et en fait on va juste lui donner des alternatives CDI. Donc en gros, au lieu de nous injecter la classe de base, il va nous injecter une alternative. Il faut juste que je mette la bonne classe ici. Et donc quand je vais demander mon service, en fait il va m'injecter la version moquée de ce service qui dit bonjour mais sans me donner tout le reste. Bien sûr pour faire ça en fait il faut aussi que je l'active. Donc encore une annotation, qu'est-ce qu'on aime les annotations. Et donc avec normalement c'est quelques lignes de code, mon test va se mettre à passer. Bravo. Merci quand même. It works. Donc voilà, je vais vous montrer une dernière feature. C'est que là pour l'instant, c'est bien, on a l'aide, on a tout, on a les couleurs, c'est génial, on peut faire plein d'options. Moi il y a une feature que j'aime beaucoup et qui sans ça me rendrait très très lent. C'est l'autocomplétion. Bon là j'ai pas beaucoup d'options donc elle va pas servir à grand chose, on est d'accord. Mais voilà, donc simplement en rajoutant une deuxième commande d'autocomplétion, sous commande, en fait on va venir ajouter dans notre CLI, hop, je quitte, et je rebuild, on va venir ajouter dans notre CLI la génération d'autocomplétion. Hop. Et donc là, si je relance mon jar, c'est l'alias toujours avec mon java, -jar et puis le jar qui est généré. On retrouve notre génération de complétion, que je peux appeler, qui nous crache un gros script bash, et qu'on peut sourcer. Et qu'il n'y a pas besoin d'écrire surtout. Et oui, qu'il n'y a pas besoin d'écrire surtout. Bon, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui écrive ces trucs-là, mais... Et automatiquement, l'autocomplétion arrive. Donc si j'avais des options, je pourrais commencer en faisant -. J'ai des options d'ailleurs, donc je peux faire -help, et j'ai -help. Pardon. Dernière chose, c'est que depuis tout à l'heure, on parle de compilation native. Donc là, je vous ai montré la version JVM. Pour compiler en natif sur Quarkus, attention, c'est compliqué. Il suffit de lui dire, s'il te plaît, génère-moi un binaire. Et automatiquement, je vais avoir un binaire. Alors, c'est long,
c'est long à compiler. On est là, j'étais sur quoi, 2 secondes pour compiler le Java. Sur le binaire, sur un truc qui dit bonjour, je vais être sur 2 minutes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé le talk avant et je l'ai déjà compilé. Et donc là, on a notre version binaire. Alors, c'est exactement la même chose, vous ne voyez aucune différence, sauf que ça démarre un poil plus vite. Mais encore une fois, c'est quand même léger. Par contre, le trade-off de la version binaire, c'est que... pardon, je vais le faire plutôt comme ça. Le trade-off, c'est que la version FastJar fait 12 mégas. La version binaire fait presque 12 mégas. Plus 30. Et forcément, dans la version binaire, en fait, on intègre des bouts de la JVM. Donc, globalement, ça prend de la place. Donc, voilà. C'est le trade-off de cette partie-là. Après, le temps de build et le poids le temps de build et le poids du binaire. Conclusion. Une autre. Qu'est-ce qu'on a essayé de vous présenter ici? Petit 1, la CLI c'est la vie. On peut carrément remplacer une IHM d'admin avec ça. On peut imaginer plein de cas d'usage qui permettent de nous simplifier des tâches fonctionnelles pour lesquelles on n'a pas forcément besoin d'une grosse interface web et du coup on n'a pas besoin de faire de CSS. Par contre, il faut pas négliger sa conception. C'est une vraie application. Il faut vraiment faire des tests unitaires, sinon on n'est pas quali. Petit 2, Java, le langage qui fait foi. J'aime bien les rimes, donc voilà, j'ai trouvé ça. Rime riche. Pérennisation des compétences, c'est surtout ça qui est important. Java ou pas Java, c'est qu'il faut rester dans votre zone de confort pour faire une application qui est robuste et de qualité. Pas forcément réapprendre un nouveau langage juste parce que c'est une CLI. Après, vous avez le droit d'aller explorer de nouveaux langages, mais la CLI n'est pas un bon argument. Et puis 3, Quarkus plus Picocli, et c'est parti. Développement sans effort, voilà, tout est déjà intégré out of the box. Et vous avez la compilation native avec un argument à passer en plus pour si vraiment vous avez des besoins de perf que vous n'êtes pas satisfait du temps de démarrage de la JVM. La slide suivante, c'est toutes nos références qu'on a utilisées pour construire ce talk. Il y a même des choses pour aller un peu plus loin sur... on avait imaginé des cas d'usage avec des jobs Kubernetes pour automatiser des tâches dans un cluster. On avait imaginé des cas d'usage avec des conteneurs éphémères. Donc voilà, vous pourrez aller voir ces cas d'usage-là. On partagera les slides. Et puis, merci de nous avoir écoutés. Il y a le gros QR code, normalement, vous allez pouvoir le scanner. Voilà. Pour partager vos feedbacks de façon constructive et bienveillante évidemment, mais voilà, c'est précieux, donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette présentation. Merci beaucoup. Et il nous reste 1 minute 42 secondes si vous avez des questions. Ça fait au moins 2 questions peut-être. Vas-y. Alors, j'en ai fait, mais alors j'ai fait des benches sur mon PC un samedi soir qui ne valent absolument rien. Mais j'ai fait la même CLI en Python et en Java. Et en fait, la JVM bootait plus vite que Python. Donc déjà de base, en fait, je me suis arrêté là. Pour le coup, la JVM, alors j'ai plus les ordres de grandeur, mais quand on est en JVM, ça doit être 0,2 secondes, tout cassé. Quand on est en mode natif, c'est beaucoup plus rapide. Puis Python c'était un peu plus long. Après si on prend du Go ou du Rust, on a perdu. Enfin, mais non, faut être honnête, on a perdu. Une autre question peut-être, 30 secondes. Non. Oui. C'est ça. Après là, moi, les cas d'usage qu'on voulait montrer, c'est que on peut faire une CLI en Java. Vous savez faire du Java, vous pouvez faire une CLI. C'est utilisable. C'est utilisable. Après, en effet, sur une CLI, sur des petites CLI où on fait juste un appel REST, globalement, on va pas non plus bouffer toute la RAM. Donc, j'ai pas été très très loin sur ces parties-là. Voilà. Et merci. On est arrivé au bout du temps.